Alors, qu'est-ce que ça donne s'il y a des espions russes, des espions nord-coréens et des espions chinois en même temps? Kim Jong-un, Poutine seront les grands invités de Xi Jinping pour son grand défilé militaire le 3 septembre prochain. Une mise en scène millimétrée avec 3 autocrates côte à côte. Vous venez de les voir sur ces images. Ces images de la répétition de la parade de Pékin, une photo de famille et un message assez clair envoyé au monde tout de même, Gallagher Fenwick. Ben justement, c'est un monde qui nous regarde et qui nous regarde droit dans les yeux et qui nous dit qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que vous pesez et qu'est-ce que vous pouvez face à nous. Quand on est en train d'hésiter sur l'envoi de troupes de réassurance en Ukraine, qu'on tremble, qu'on est erratique, hésitant. Est-ce que vous avez vu trembler la main de Vladimir Poutine quand il a fallu faire venir 15 000 soldats nord-coréens à sa frontière avec l'Ukraine? Et demain, ils seront 30 000, peut-être 45 000, selon une information de Bloomberg. Donc, c'est un monde qui sort pour l'instant renforcé de cet épisode parce qu'il nous voit justement hésitants, faibles, et surtout incertain, c'est-à-dire ne sachant pas, encore une fois, très exactement qui nous sommes ou ce que nous sommes prêts à faire au nom des valeurs que nous prétendons défendre et au sujet desquelles nous sommes parfois hypocrites avec ce deux poids deux mesures qu'il nous renvoie systématiquement sur tout un tas de sujets. Donc ça va être une manifestation de force supplémentaire et ça va aussi être un message à toutes celles et ceux qui disaient nous allons travailler à les diviser, notamment les Russes et les Chinois, nous allons les découpler. Ils vont se montrer... C'était l'ambition de Donald Trump, rappelons-le. Alors, qu'il n'est pas capable de verbaliser, que certains autour de lui affirment et sur lequel il n'a pas dit directement. Discute. Mais oui, mais voilà, ça me paraît être un concept un peu complexe. Pardon. Mais Gallagher, ça va tromper personne cette cérémonie parce que ce sont les Chinois qui donc fêtent avec les Russes la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans le Pacifique. Il y a un pays qui l'a gagné. C'est les États-Unis d'Amérique, voilà. Alors c'est pas la Chine. La Chine, elle était complètement dominée par les Japonais. Alors simplement les Japonais, en partant comme ils devaient se enlever leurs armes, ils ont préféré les donner à Mao Tse-tung, qui s'était évidemment pas battu contre eux. C'était pas la même Chine. Voilà. C'était même pas Mao Tse-tung. C'était Chiang Kai-shek. Et les Japonais ont donné leurs armes à Mao Tse-tung. Et puis. Défilé de la victoire, mais elle est où ubi est ou stimulus victoria? Qu'est-ce que les Nord-Coréens ont gagné? C'est pas un défilé de la victoire. Moi, il me semble qu'ils se sont fait décimer par les Ukrainiens en Russie. Donc, ça va pas quand même faire très long feu. C'est-à-dire que le show va pas quand même tromper beaucoup de monde, là, parce qu'on a une Chine qui fête une victoire qui n'est en fait pas la sienne. C'est vrai que les Américains ont aidé les Chinois, etc., mais la victoire, elle est américaine. La Russie, Staline a fait payer très cher à Roosevelt à Yalta sa participation 3 mois après, mais en fait, voilà, quand les Russes ont attaqué les Japonais, la guerre était finie. Donc voilà, les Russes et les Nord-Coréens, quelle victoire ils ont. Donc c'est un joli show, mais ça va pas quand même impressionner beaucoup de monde. Là où je pense que vous avez tort, Renaud, c'est que ça va finir par tromper beaucoup de monde, parce que s'il y a un grand absent dans cette réunion où, comme vous dites, tout le monde s'enorgueillit d'avoir gagné une guerre qu'ils n'ont pas gagnée et pour laquelle ils n'ont pas apporté beaucoup de contributions, c'est qu'on est justement dans une réécriture de l'histoire et dans un monde de post-vérité largement incarné par Donald Trump. Et ce qui est très intéressant que j'avais lu, c'est que Xi Jinping lui-même est dans un processus de réécriture totale de l'histoire. Il a fait retirer des manuels chinois, notamment effacer l'histoire du pacte germano-soviétique pour exonérer la Russie d'avoir provoqué la Deuxième Guerre mondiale et de s'être alliée aux Allemands au début de la guerre. Et donc ça, c'est très intéressant de ce que ça dit d'un monde de post-vérité qui, en effet, peut l'emporter, comme disait Gallagher, de cet ordre mondial alternatif
qui défie le vieux monde occidental que nous sommes, et aussi sur l'amitié sans limite que se sont promis Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping. Et là, c'est une preuve de véritable amitié de la part de Xi Jinping que d'offrir à Poutine la réécriture du pacte germanique. C'est la grande réussite des Russes, en fait. Les Russes inscrivent leur action à 3 niveaux. Premier niveau, dans une relation bilatérale entre Moscou et Pékin. Ça, c'est géopolitiquement parlant, c'est énorme. Le deuxième, c'est les BRICS, parce qu'il y a un environnement. Et le troisième, c'est le Sud global. Et ça, c'est la représentation de ça. Donc, encore une fois, Poutine n'est pas isolé. Lorsqu'on dit Poutine, il va faire pouce, mais il va jamais faire pouce. Il a une base arrière colossale et il va l'exprimer. Alors c'est vrai que militairement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ils ont choisi un événement comme un autre, mais très concrètement, c'est extrêmement fort en termes politiques. Juste un petit moment, ça peut paraître anecdotique, mais l'Ukraine a célébré dimanche 24 août son 34e anniversaire depuis l'indépendance, depuis 91. La Chine, c'est la première fois dans l'histoire qu'ils ont envoyé un message à Zelensky pour féliciter avec l'indépendance, sachant que depuis le crash de l'ex-URSS depuis 91, ils n'ont jamais souhaité bonne fête d'indépendance aux anciennes républiques qui étaient de l'ex-URSS. En fait. Donc à chercher, qu'est-ce que ça veut dire ce message? Il y a autre chose. N'oublions pas que Poutine a signé un accord avec les Nord-Coréens, un accord une sorte de charte otanienne avec un article 4 qui est miroir de l'article 5 de l'OTAN, mais que eux respectent. Même mieux que ça. Tout à fait. Mieux que ça, parce qu'en fait, il y a un engagement mutuel, concret d'intervenir au cas de guerre ou d'agression d'une des parties. Ensuite, et les Chinois et les Coréens du Nord sont allés à la guerre en Ukraine. Non pas, il y avait les Coréens, les Coréens du Nord. Les Coréens du Nord et les Chinois, parce qu'il y a les officiers chinois qui sont venus sur le front, non pas pour se battre, mais pour observer, pour apprendre, pour regarder comment ça se passe. Et chez les Coréens, il y avait une partie, c'était les unités qui étaient complètement brossés, abandonnés, etc., en participant à cette bataille. Mais il y avait aussi des officiers qui revenaient vers le pays en ayant appris comment ça se passait actuellement. Le voile se déchire. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, les Coréens ne font jamais rien sans les Chinois. Et ça, c'est la révélation de tout ça. Personne n'en parlait parce que c'était une espèce de tabou, mais bien évidemment, c'était ça l'idée. Les Nord-Coréens ne sont pas sortis de leur pays, qui est archi fermé, sans avoir le blanc-seing des Chinois. Moi, je connais la Corée, j'y suis allé 2 fois, en Corée du Nord. Personne ne sort sans avoir le tampon chinois. Regardez justement ces images. Quand Kim Jong-un reçoit le retour des cercueils des soldats nord-coréens qui sont morts à Koursk, et c'est des images de propagande qui sont une mise en scène, évidemment, mais on le sait très bien, vous parliez de cet axe entre les Chinois et les Nord-Coréens. On s'est dit à un moment, les Chinois n'aiment pas trop le rapprochement entre les Nord-Coréens et la Russie, mais là on voit clairement, Gallagher, qu'en fait les 3 sont alignés ensemble. Oui, tout à fait. Après, j'écoutais récemment un spécialiste de la Corée du Nord qui s'appelle Théo Clément et qui disait, colonel Père de Jong, qu'il y a quand même une certaine émancipation de la part de la Corée du Nord par rapport à la Chine. Pourquoi ? Ne pas oublier que c'est une puissance dotée et qu'elle se pense, et regardez l'image qu'elle essaye de projeter, vous pouvez trouver ça maladroit ou caricatural, comme désormais un acteur géopolitique dont le rayon d'action dépasse très largement ses frontières. Quand vous projetez des forces à des milliers de kilomètres de votre frontière, certes, elles peuvent être effacées sur le champ de bataille, mais à l'intérieur, vous racontez ce que vous voulez à votre population et vous vous auto-intoxiquez à votre propagande, vous vous racontez vous-même ce que vous les présentez en martyrs. C'est une manière d'annoncer les prochains engagements. On assume cette action et la Corée du Nord se dit, mais en face, le monde, Marion tout à l'heure à juste titre parlait d'un monde alternatif, c'est nous le monde alternatif à leurs yeux. Absolument. Et ils se sont dit, on a envoyé 15 000 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait en face ? Et rien. Moi, je pense que les Coréens du Nord, c'est un peu comme les Cubains des Russes en Afrique. C'est vraiment la partie visible d'un système qui est souterrain. C'est pour ça que c'est très compliqué à analyser et à comprendre la suite. Moi, ce que je sais, c'est qu'on oublie également toutes les manœuvres maritimes qu'il y a entre l'armée russe, la flotte de Vladivostok et l'armée chinoise. Donc, il y a des manœuvres permanentes. Donc, on voit qu'il y a un point d'interrogation sur l'avenir de la paix, en tout cas dans cette partie du monde.